Le billet du forçat. Quelle que fût la forfanterie de Benedetto lorsque, sous les murailles toutes noires de la force, tandis que la lourde grille grinçait derrière lui, il entendit son nom prononcé par la voix brutale d'un surveillant, il ne put réprimer un tressaillement de terreur. Jusqu'ici, il n'était encore qu'un accusé, un prévenu, ainsi qu'on dit en langage judiciaire. Il était encore le prince Andrea Cavalcanti aujourd'hui. L'arrêt avait frappé Benedetto son nom qui allait devenir un numéro des chiourmes. Les geôliers connaissent et observent ces nuances, mieux quelquefois que ces magistrats pour qui un prévenu est un condamné d'avance. Ils respectent relativement celui sur lequel la justice ne leur a pas encore donné droit absolu. Mais, dès qu'il revient, la note change l'homme leur appartient. Et encore, si Benedetto eût été condamné à mort, s'il eût été désigné non pour la place de Grève, comme avait dit Beauchamp par vieille habitude romantique, mais pour la barrière Saint-Jacques, où avaient lieu à cette époque les exécutions, du moins il se serait attaché à lui ce respect que devait avoir le César romain lui-même pour ceux qui allant mourir le saluaient. Mais forçat, mais bagneux, comme on disait en ce temps-là, c'était presque une décadence. Un prince guillotiné, c'est comme un ressouvenir du comte de Horn, un prince sous le bonnet vert, la belle affaire. Et Benedetto, au premier moment, dut, s'il était philosophe et observateur, constater cette nuance délicate. Brutalement, on le poussa au greffe. Brutalement, on procéda aux formalités d'écrou. Brutalement, on l'entraîna dans les corridors, et quoiqu'il réclamât la pistole avec insistance, autant du moins qu'il est permis d'insister en semblables conditions, on le jeta dans une sorte de salle basse, étroite et longue, où, vu l'heure avancée de la soirée, les prisonniers, les pires de tous forçats, attendant leur transfert à Bicêtre, avaient déjà accaparé les bottes de paille que leur accordait le règlement. Une grosse lanterne assez semblable à celle qui de nos jours figurent à l'avant des locomotives jetait du mur un rayon aveuglant renvoyé par un large réflecteur étamé. Un surveillant, sorte de gnome trapu, carré, sur des jambes arquées, coiffé du bonnet de loutre légendaire et portant à la main une énorme trique des plus persuasives, dit à Benedetto « Couche-toi ». À la lueur qui lui brûlait les yeux, Benedetto chercha « Mais où me coucher ? Où tu pourras ? Où tu voudras ? Faut-il pas te faire ta couverture ? Peut-on rester debout ? Si ça te plaît, mais tu sais, pas de bruit. Ôte tes bottes, marche sur tes plantes, car si je t'entends, gars. » Il faisait le moulinet avec le gourdin en question. Et il ajouta, avec un rire ironique, ces mots « Faut que ces messieurs dorment. » Ces messieurs, c'étaient les forçats, dont on apercevait ça et là les têtes livides, soulevées pour regarder le nouveau venu. Tout à coup, une voix s'éleva. « Viens par ici, petit, il y a une place. »« Un qu'est-ce qui parle ?» s'écria le surveillant, levant son gourdin. « Pardon, excuse, » murmura celui qui avait prononcé ces quelques mots, « mais je disais qu'il y avait là un peu de paille libre. » « Allons, c'est bien, pas tant de manières. Et puisqu'il y a où se coucher, toi, le nouveau, affale-toi, et plus vite que ça. » Ces paroles amères furent augmentées d'une vigoureuse poussée entre les épaules qui lança Benedetto vers la place désignée. Grinçant des dents, reconnaissant son impuissance à résister, heureux peut-être de prendre un moment de repos après les rudes secousses qu'il venait d'endurer, Benedetto se laissa tomber à terre, s'étendit, et là ferma les yeux. Le surveillant que l'invasion du nouveau venu avait tiré de son sommeil était retourné au fond de la salle, et là, étendu sur une sorte de lit de camp, il s'était remis à dodeliner de la tête, avec cette facilité au sommeil de ceux qui à toute minute peuvent être réveillés. Benedetto cherchait à ne pas voir, à ne pas penser. Il est des instants où on a le désir de l'anéantissement. Le misérable était écrasé. Il ne dormait pas, mais il semblait qu'un poids formidable s'était abattu sur son crâne, ce que le bœuf ressent après que le boucher lui a asséné en plein front le coup de maillet qui fait plier les jarrets. Benedetto l'éprouvait. Il avait devant les yeux comme un voile de sang qui s'épaississait en tournoyant, ivresse de la misère, du désespoir, de la mort. Tout à coup, il sentit qu'une main le touchait. Par un mouvement instinctif de terreur, de dégoût, il chercha à se reculer et heurta quelqu'un qui grogna. Il dut se rapprocher de celui qui, si obligeamment, lui avait fait place sur sa botte de paille. Alors il entendit qu'on lui parlait d'une voix singulière, sorte de ventriloquie particulière aux vieux criminels et qui leur permet de communiquer avec leurs codétenus sans que l'écho en parvienne à l'oreille du gardien.
Cette voix avait une douceur étrange, doublée par un accent traînant. « Mon petit, disait le camarade inconnu, tu peux te frotter les mains, tu as eu de la chance. À qui le dois-tu, je n'en sais rien. Pas moins vrai que c'est moi, tu ne peux pas me reconnaître. Il fait pas assez clair dans notre coin qui t'ait fait passer le petit billet, il y a 2 mois. Vous, c'est vous? Chut, donc, tu n'as pas le chic. Tu parles comme dans une trompette. Et le bonhomme qui est là-bas n'entend pas qu'on cause. Donc, tais-toi et écoute-moi. Voilà l'histoire. J'étais allé au greffe, histoire de donner quelques renseignements sur mes antécédents. Des ennuis, quoi. Et alors, une dame. Oh, très bien. Tu as de la chance. Toi, une dame. Tais-toi donc, encore une fois. Cette dame qui venait avec une lettre de recommandation pour l'aumônier. Ça fait toujours bien. À regarder autour d'elle. Il paraît que ma figure lui a plu. Ça ne serait pas la première. Alors, oh, c'est une maligne, va. Je peux te dire ça. Elle a trouvé le moyen, tout en ronronnant sa petite affaire au greffier, de s'approcher de moi et de me glisser un billet dans la main, avec un double louis. 40 francs, rien que ça. Alors elle est riche. Chut tonnerre, faudra que je t'apprenne à te faire ta voix. Mais nous aurons le temps, là-bas. Où ça, là-bas, demanda Benedetto tout frissonnant et s'efforçant d'assombrir sa voix. Pardier, à Toulon. Quoi, c'est là. C'est là que nous irons en villégiature, mon petit. Bon climat, surtout pour les poitrinaires. Et j'ai la poitrine faible. Celui que Benedetto ne pouvait voir et qui, cependant, semblait si bien le connaître, avait un rire sourd, contenu, presque sinistre. À Toulon, soit. Après, vous disiez que cette dame... Oh, elle te tient au cœur, petit-haut. Ça se comprend. Un peu mûr pourtant, dans les 40... Moi, j'aime mieux les primeurs. Et ce moi fut encore accentué de ce rire qui avait quelque chose de répulsif. Enfin, savez-vous quelque chose de plus? Allons, pas d'impatience. Il ne faut pas faire le méchant. Entre bagneux, ça ne prend pas. La dame m'a dit tout bas, et très vite. Pour Benedetto, moi. Je ne savais pas ce que c'était que Benedetto, mais je me disais qu'un double louis ouvre toujours l'intelligence. Et comme je suis honnête, car je n'ai jamais fait tort d'un sou à personne, moi, le bagneux, comme il s'appelait lui-même, prononça ces dernières paroles avec une certaine fierté. « Pourquoi donc allez-vous au bagne alors ?» demanda Benedetto. « Mon petit, des affaires spéciales. J'étais prêtre, vois-tu, et le confessionnal, c'est traître en diable. » Benedetto avait été élevé en Corse, et malgré toute son infamie, il avait conservé des scrupules instinctifs. Il fit un soubresaut de dégoût. L'autre parut ne pas s'apercevoir et continua. Donc, je répondis à la dame en question. Ça sera fait, et il paraît que ma voix lui plut non moins que ma physionomie, car elle ajouta un simple Louise au double. Numéro Deus impar et godette. Seulement, je n'aime pas à me charger de commissions, sans savoir ce qu'elles valent. Il y a dans l'histoire ancienne. Vous êtes savant. Il faut bien faire un peu de tout. Il y a, dis-je, l'histoire d'un certain Bellérophon, et d'une lettre qui lui fit grand tort quand il l'eut remise, si bien que je décachetai la lettre. Vous l'avez lue, un peu, et, pour te le prouver, je puis te répéter ce qu'elle contenait. Oh, quelques lignes seulement. Quelqu'un qui s'intéresse beaucoup à l'accusé Benedetto l'avertit que s'il s'adresse à l'aumônier et s'il donne, pendant le temps de sa prévention, des signes certains de conversion et de piété, il est sûr de ne pas être condamné à mort. Oui, c'est bien cela, murmura Benedetto. Au fond, cette histoire-là ne me regardait pas. Je ne tenais pas à ce que tu eusses le cou coupé, je ne te connaissais pas. J'ai tenu à gagner mes 60 francs, et je t'ai fait parvenir le billet. Mais je ne me souviens pas de vous avoir vu. Oh, tu étais un accusé de la haute, mis à part, dans la cour Magdeleine. Moi, j'étais dans la fosse au lion. Tu ne connais pas ça. Benedetto aurait pu détromper son interlocuteur, mais même dans l'état d'abjection où il se sentait rouler, la vanité subsistait. Un accusé de la haute, ce mot entendu était presque une puissance d'amour-propre. Il se tut. J'ai trouvé un moyen, simple et ingénieux, et tu as reçu le petit papier. Depuis, j'ai eu des renseignements sur ton compte. Il paraît que tu as suivi de point en point les conseils qui t'avaient été donnés. C'est très bien, et la preuve, c'est que tu es ici. On va de la force à l'échafaud. Erreur, mon petit. Il faut d'abord passer par Bicêtre,
Mais ce qui me prouve que tu n'iras pas faire la connaissance du grand rasoir, l'ancienne Manaya du XIIIe siècle. Car tu crois peut-être que c'est Guillotin, autrement dit le docteur Louis, qui a inventé cette machine-là. Erreur. Encore une chose que je t'apprendrai là-bas. Benedetto ne put réprimer un mouvement d'impatience. Le ton doctoral de ce forçat qui n'était pas de la haute lui donnait des crispations nerveuses. « Conclurez-vous enfin ? Tu ne veux pas me tutoyer, tu as tort, » reprit l'autre. « Mais ça viendra. Maintenant, je comprends ton impatience, tu te dis qu'après tout, tu connais cette histoire-là presque aussi bien que moi. Et tout cela t'intéresse très médiocrement. Et, comme tu as un esprit logique, tu manques de principe. Mais je t'expliquerai, Condillac. Tu te demandes quel intérêt j'ai à te faire ce petit récit ? En effet, grommela Benedetto, qui bouillait d'impatience. Eh bien, mon petit, c'est parce qu'un service en vaut un autre. Je me suis fait commissionnaire pour te faire plaisir. Il faut que tu te fasses commissionnaire à ton tour. Dans mon intérêt ? Moi. Eh oui, toi-même serais-tu ingrat, déjà, mais je n'ai aucun moyen. Vous voyez bien que je ne suis pas traité mieux que les autres. Mieux que vous ? Mon petit, permets-moi de te dire que tu manques d'expérience. La lettre que je t'ai fait passer dit beaucoup de choses en un seul mot piété. Je connais mon monde. Je n'ai pas su le prendre, sinon je ne serais pas ici. Or toi, tu as été bien gentil, bien docile, et on ne te lâchera pas comme cela. Tu es à la force, tu iras demain à Bicêtre, et dans 2 jours, tu seras arrivé à la chaîne, à côté de moi. Nous sommes de la même fournée. Eh bien, ici, à la force ou à la chaîne, tu entendras parler de quelqu'un ou de quelque chose. Les jésuites et les femmes sont tenaces. Or, il y a dans ton affaire des femmes et des jésuites. Il sembla à Benedetto qu'un éclair subit passait devant les yeux. Dans le trouble cérébral où l'avait jeté sa condamnation qui était pourtant le salut presque inespéré, Benedetto avait oublié, du moins, il n'avait plus raisonné. Or, tout ce que lui expliquait l'inconnu était réel et lui revenait à l'esprit comme un souvenir oublié. Oui, depuis le jour où il avait reçu le billet mystérieux, billet dont l'écriture était celle d'une femme, il avait joué auprès de l'aumônier la comédie du repentir, de la soumission, de la bigoterie exagérée. Et soudain, son sort s'était amélioré. Il lui avait semblé qu'autour de lui les visages se faisaient bienveillants, les voix moins rudes. Un homme, celui-là même qui lui avait adressé quelques paroles à la fin de l'audience, avait pu pénétrer jusqu'à lui, et, sans lui révéler qui il était, lui avait dit « N'oubliez pas les prescriptions qui vous ont été imposées, et je vous jure que vous serez sauvés. » Il avait obéi. Il avait si grande peur de la mort, et alors que la récidive, que son impudence à la première audience semblait rendre sa condamnation certaine, irrémissible, à moins d'un miracle, ce miracle s'était opéré. Le président avait été presque partial, la comparution de Villefort comme témoin avait servi la cause de l'accusé. Le procureur du roi avait pour ainsi dire plaidé lui-même en faveur du principal coupable. L'avocate avait trouvé des accents d'une sensibilité exquise pour attendrir le jury. Et il n'avait pas été condamné à mort. En vérité, il n'avait pas songé à tout cela. Et quand l'homme s'était approché de lui pour prendre acte de ce fait que la parole donnée avait été tenue, Benedetto, loin de trouver en lui quelque reconnaissance, s'était senti prêt à l'insulter. Mais non. Il était bien évident maintenant qu'une puissance occulte veillait sur lui. Pourquoi l'aurait-on sauvé de l'échafaud pour le plonger dans l'enfer du bagne ? Ce n'était pas possible. Il y avait là quelques desseins cachés. Donc, il y avait encore un avenir pour lui. Toutes ces réflexions jaillirent en lui avec une rapidité extraordinaire. Et, se penchant à son tour vers celui qui venait de lui faire cette révélation subite, cette révélation qui lui montrait au lointain la possibilité d'agir, d'être libre, de vivre. « Continuez, continuez, lui dit-il haletant. Consens-tu à me servir ? Oui. Et tu ne me trahiras pas ? Quel intérêt y aurais-je ? L'autre eut un ricanement. Très bien, fit-il. Tu es franc. Je puis te croire. Si tu avais intérêt à me trahir, tu le ferais. Ceci me plaît, mais tu as raison. Cela ne te servirait à rien. Au contraire, si tu fais ce que je vais te demander. Eh bien, là-bas, à Toulon, je te dirai le reste. Enfin, de quoi s'agit-il ? Écoute-moi. Ce soir, demain, on t'appellera. Ce soir, plutôt que demain, j'en ai la conviction. On te console, on t'encouragera. Qui sera-ce, peu importe. Il faut qu'à celui qui viendra, tu demandes comme un service suprême de faire parvenir à son adresse un billet que je vais te donner. Dame,
Tu ne remettras au messager ni simple ni double louis. Il faut compter purement et simplement sur un service gratuit. Je trouverai le moyen de l'obtenir. J'y compte. Ah, un mot. Comme je t'ai raconté très loyalement que j'avais lu le billet qui t'était destiné, tu pourrais être tenté de me rendre l'appareil. Oh, je ne serais pas capable. Ouais, l'homme est capable de tout, et tu es un homme. Seulement, mon petit, sache ceci. Le billet que voici. Et Benedetto vit, dans l'ombre qui l'entourait, que la main qui s'avançait vers lui tenait un papier plié. Il est écrit avec des caractères indéchiffrables, pour tous, excepté pour moi et pour la personne à laquelle il est adressé. Tout ce que tu pourras savoir, et il faut que tu le saches, c'est le nom de cette personne. Monsieur Magloire, 8, rue Contrescarpe. Je suis tranquille, tu n'iras pas la déranger. Tu irais d'ailleurs que tu ne la trouverais pas. Tout cela, ce sont mes petits secrets. Un dernier détail. Le billet est indécachetable. Ça te paraît drôle, mais c'est vrai. Donc je suis sûr de toi, parce que mes précautions sont bien prises. Tu vois que ma franchise vaut la tienne. Voilà le poulet. Fais qu'il sorte de la prison, qu'il arrive à son adresse, et, foi de, camarade, tu ne t'en repentiras pas. Comptez sur moi. Oh, je veux y compter plus encore. Je vais te faire un aveu. Ce poulet-là, vois-tu, c'est l'évasion sûre, facile et prompte. Si tu me sers bien, l'évasion c'est comme le repas du pauvre. Quand il y en a pour un, il y en a pour deux. Donnez, donnez, je vous promets. À ce moment, la porte de la salle s'ouvrit brusquement. Un guichetier parut et, de sa voix claire, cria « Benedetto, Benedetto ». Mère et fils. Benedetto s'était levé d'un bond. Cet appel subit, inattendu, éclatant au moment même où un inconnu venait faire luire devant ses yeux des espérances qu'il n'eût pas osé concevoir, lui semblait en être la confirmation. Il cacha rapidement dans sa poitrine la lettre qu'on venait de lui confier. Puis il s'avança dans le milieu de la salle. « Qu'est-ce que c'est que cela » cria le gardien au gourdin. « Depuis quand vient-on déranger les camarades après le couvre-feu » Devançant Benedetto, il s'était avancé jusqu'à la porte. Mais à quelques mots échangés avec celui qui avait appelé, il recula d'un pas, porta machinalement la main à son bonnet et murmura « C'est différent du moment qu'il y a ordre supérieur ». Benedetto passa devant lui, se redressant et le toisant insolemment. L'autre ricana « Attends un peu, toi à la chaîne, on te rabattra le caquet, mon beau coq. » « Que me veut-on » demanda Benedetto à l'inspecteur. L'autre ne répondit pas, mais s'approchant, il lui passa au poignet avec une dextérité sans pareille le petit instrument qu'on appelle cabriolet sans doute parce qu'il fait marcher le prisonnier plus vite qu'il ne voudrait. Benedetto était si impatient qu'il ne songea même pas à se rebeller, ce qui d'ailleurs n'aurait été d'aucune utilité pratique. Il était à peine 10 heures du soir. Depuis une tentative de révolte qui avait eu lieu à la force, les règles du couvre-feu avaient été plus strictement appliquées. On était en janvier. Dès 7 heures du soir, les prisonniers étaient parqués dans leur salle ou enfermés dans leurs cellules. La consigne était de dormir ou tout au moins de feindre le sommeil. Or, traversant de longs couloirs qui tournaient sur eux-mêmes à la façon du labyrinthe de Crète, Benedetto n'entendait pas un bruit. Et tout à coup, l'exaltation qui s'était un moment emparée de lui tomba. Des idées de liberté, d'évasion, de protection miraculeuse s'étaient éveillées en lui, lumineuses, ardentes. Mais le froid qui tombait des murs suintants, mais l'immobilité lourde de ce vaste bâtiment pareil à une tombe lui mettait au cerveau comme une calotte de glace. En fait, d'amélioration, que pouvait-il espérer? La mise en pistole, peut-être. Il regrettait presque qu'on l'eût dérangé pour aussi peu. L'inspecteur ouvrit une porte. « Entrez », dit-il. En même temps, il lui dégagea le poignet de l'étreinte du cabriolet et le poussa en avant. Puis, il referma la porte d'un tour de clé. Benedetto, tout entier à son idée de pistole, regarda autour de lui, cherchant machinalement de l'œil le lit sur lequel il s'allait jeter. Point de lit. Seulement au coin une sorte d'escabeau, rond de bois soutenu par un pieu en fer. « Le parloir », murmura Benedetto, reconnaissant cette pièce carrée, divisée en 2 parties, séparées par une grille à barreaux rapprochés. La partie dans laquelle il se trouvait était éclairée par un quinquet fumeux qui permettait cependant de distinguer les contours de la pièce. Mais, détail singulier, le réflecteur était tourné de telle sorte que la lumière se concentrait uniquement dans cet étroit carré, tandis que l'autre partie du parloir, celle qui se trouvait au-delà de la grille,
était plongée dans l'obscurité, rendue plus profonde encore par le contraste. Quelques minutes s'écoulèrent. Benedetto était toujours seul. Il pensa alors à la recommandation que lui avait faite son compagnon improvisé, pourvu que dans le trajet il n'eût pas perdu la lettre. Il fouilla dans sa poitrine et sentit le froissement du papier. Alors il la prit et, après s'être assuré que par le guichet ouvert, l'inspecteur ne l'espionnait pas, il se leva et s'approchant du quinquet, il regarda l'enveloppe. Elle était de papier gris, grossier. Très résistant, elle portait ces mots écrits très lisiblement. « Monsieur, Magloire, 8, rue Contrescarpe. » Benedetto la considérait attentivement. N'était-ce pas un talisman que cette lettre qui contenait l'espoir de l'évasion? Il la retourna. « Indécachetable », avait dit l'autre. Et cependant elle n'était fermée que par un simple pain à cacheter, qui, semblait-il, pouvait se déchirer sous la moindre pression du doigt. À ce moment, il y eut le bruit d'un pêne jouant dans une serrure. On venait d'ouvrir la porte de l'autre cellule du parloir. Benedetto s'élança sur la grille, mais la porte s'était promptement refermée, coupant le rayon de lumière qui avait glissé par l'issue, et dans les ténèbres sombres, Benedetto n'aperçut qu'une forme noire qui se tenait debout, immobile et sans se rapprocher de la grille. Cependant, à la silhouette, Benedetto ne pouvait s'y méprendre. C'était une femme qui était entrée. Il y eut un moment de silence. Benedetto attendait anxieux. Il percevait le bruit sifflant d'une respiration oppressée. Mais l'inconnu se taisait et toujours ne s'approchait pas. « Qui êtes-vous et que me voulez-vous » demanda-t-il d'une voix brutale. « Monsieur » commença la femme. Puis il sembla qu'une émotion irrésistible la saisit à la gorge, car Benedetto entendit comme l'écho d'un sanglot. « Est-ce que je vous intimide » fit le misérable d'une voix traînante. « Parbleu, je ne suis pas à craindre, je ne puis plus mordre, on m'a limé les dents. »« Oh, je n'ai pas peur de vous » dit doucement la femme en noir. « Alors approchez-vous qu'on vous regarde. Vous ne me connaissez pas. Ah bah, alors, qu'est-ce que vous venez faire ici? Je viens... » La voix était haletante, entrecoupée. « Je viens de la part de quelqu'un qui s'intéresse beaucoup à vous. » Bah, il y a donc des gens qui s'intéressent à moi. Oubliez-vous les conseils qui vous ont été donnés et qui vous ont sauvé. Alors, c'est vous qui m'avez envoyé un billet. Il y a 2 mois. Oui, c'est moi. En vérité, une femme d'une 40aine d'années. Comment le savez-vous? Fit la femme effrayée, se rejetant dans le coin le plus obscur. Et qui donne des doubles louis pour qu'on porte une lettre? Oui, je sais cela, ma belle. Mais comme je n'ai jamais connu intimement de femme aussi raisonnable, je vous demanderai pour le compte de qui vous agissez. Pour le compte d'une femme que vous n'avez jamais connue. Ah! Et de celle-là, puis-je savoir le nom? Je ne suis pas autorisé à vous le donner, mais je puis vous dire ce qu'elle est. Et pourquoi elle vous a arraché à l'échafaud? Un mot d'abord. Elle est riche. Elle l'était, hélas. Bientôt, elle ne possédera plus rien. Alors, je n'ai pas besoin de la connaître. Monsieur Benedetto, écoutez-moi. Tout à l'heure, à cette audience terrible, vous avez dit qu'il y avait quelque part une pauvre femme à laquelle vous pardonniez. Benedetto éclata de rire. Eh oui, là-bas, j'ai pardonné à tout le monde. Charité chrétienne, je suis devenu un si fervent jeune homme. J'ai pardonné à mon excellent père et à une autre personne. Parbleu, vous m'y faites songer. À ma mère, à votre mère. Oui. Oh, vous disiez vrai, n'est-ce pas? Benedetto saisit la grille entre ses poings crispés et l'ébranla comme s'il eût voulu la briser. Ainsi, vous êtes ma mère? Non, non, pas moi. Vous vous trompez, je vous jure. Ah, tant pis, fit Benedetto dont les lèvres tremblaient de rage. Mais puisque vous la connaissez, puisque vous lui êtes si dévoué que de vous occuper de son fils le forçat, dites-lui que j'ai menti. Non, je ne lui ai pas pardonné. Non, je ne lui pardonnerai jamais. Benedetto, vous n'êtes pas ma mère, alors vous retiendrez bien fidèlement ce que je vais vous dire, et vous le lui répéterez mot pour mot. N'est-ce pas cette femme qui doit être une grande dame? Ma rage et ma haine me le disent.
a commis un adultère. Elle était la maîtresse de ce bandit qui osait juger les autres et qui s'appelait de Villefort. Pour être la maîtresse de cette infâme, elle était déjà bien infâme elle-même. Des sanglots déchirants lui coupèrent la parole. « Pourquoi donc pleurez-vous si vous n'êtes pas ma mère » dit Benedetto avec un ricanement ironique. La femme, par un effort violent, se tut. Mais cet adultère, est-ce là le seul crime qu'elle ait commis? Non, elle s'est sentie mère, et dès lors, elle a éprouvé toutes les épouvantes. Oh, je devine cela. Sa situation compromise, son bonheur. Ces femmes-là parlent toujours de leur bonheur à jamais perdu, et pour se sauver, elle a imaginé ceci. Tuer l'enfant. Non, non, ce n'est pas vrai, cria la femme en courant à la grille et en s'y accrochant de ses mains convulsées. Benedetto lui saisit le poignet. Oui, des contes. Je sais, on m'a dit cela jadis, ici même. Villefort lui a fait croire que l'enfant était mort, et tandis qu'elle était à moitié évanouie, l'autre, l'assassin, emportait l'enfant et l'enterrait vivant. Oui, c'est la vérité. Comment le savez-vous si vous n'êtes pas ma mère? Eh bien, je vous dis, moi, que je ne crois pas un seul mot de toute cette fable si habilement arrangée. Cette femme, je la hais. Ne dites pas cela. Je la hais parce qu'elle a voulu ma mort. Non, non. Je la hais parce qu'elle est la complice qui sait l'instigatrice du crime commis. Encore une fois, ce n'est pas vrai. Je la hais enfin. Parce que du jour où, par suite de son crime, à elle j'ai été précipité dans l'abîme de damnés où je me débats aujourd'hui. Moi, l'enfant dont elle a fait un faussaire, un assassin et un forçat, elle n'est pas venue à moi. Elle ne vous connaissait pas. Mensonge, vous dis-je. Elle avait peur de se compromettre. Son honneur, toujours. Ah, tenez, je fais plus que de la haïr. Des profondeurs du gouffre où je suis tombé, je la maudis. Non, grâce, ne la maudis pas. Et la pauvre femme, à genoux de l'autre côté de la grille, se traînait, pleurant, désespérée. Jusque-là, Benedetto avait parlé d'une voix sourde, sans éclat, mettant à profit la vie qui lui avait été donnée tout à l'heure pour ne point attirer l'attention du gardien dont le pas régulier frappait au dehors la dalle sonore du couloir. À ce moment, il reprit de sa voix la plus calme. « Pourquoi donc me demandez-vous grâce, si vous n'êtes pas ma mère ?» La femme recula avec un gémissement, mais elle resta à genoux, sa tête dans ses mains. « Mon Dieu, madame, ma mère !» fit Benedetto se radoucissant subitement, comme un comédien qui tiendrait à prouver combien il possède les nuances du métier. Ne croyez pas qu'au fond je vous en veuille beaucoup. Chacun pour soi, en ce monde. Je vous gênais, vous vous êtes débarrassé de moi. Je vous avoue que si vous m'aviez gêné, il n'acheva pas. Mais la femme avait compris et tressaillit d'horreur. « Pas d'enfantillage, reprit le condamné. Raisonnons plutôt. Vous êtes ma mère, vous êtes riche, vous avez des remords. J'ai la preuve de tout cela. Votre maternité, vous venez de l'avouer, votre fortune. Par Dieu, il faudrait n'avoir pas été dans le monde pour ne pas reconnaître à certains parfums que j'aspire avec bonheur que vous êtes une femme élégante. Je ne parle plus du double louis, une misère. Enfin, vos remords me sont indiqués par le soin que vous avez pris de m'indiquer les moyens de sauver ma tête, très réussi d'ailleurs. Je n'aurais pas pensé à cela. Il n'y a qu'une femme pour comprendre l'importance des tartufferies. Donc, voilà qui est dit. Maintenant, causons. Il faut aviser à me tirer d'ici. » La femme, tandis qu'il parlait de sa voix brève et méchante, s'était redressée peu à peu, serrant plus étroitement sur son visage les plis de son voile, et elle s'était replacée dans l'ombre. « C'est impossible, » dit-elle résolument. Un mot qui n'est pas français. D'ailleurs, les 3 points que j'ai établis me dispensent de tout commentaire. Vous êtes ma mère, vous vous repentez, et vous êtes riche. Je vous ai déjà dit que vous vous trompiez. Votre mère a été riche, elle ne l'est plus. C'est-à-dire qu'égoïste après avoir été criminelle, elle prétend vivre dans l'opulence, pendant que moi, son fils bien-aimé, je mangerai des gourganes à Toulon. Non, votre mère a été coupable. Soit, elle le reconnaît, elle s'accuse. Quoique sur ma vie, je vous affirme, elle n'était pas complice du crime de M. de Villefort. Passons, c'est de l'histoire ancienne. Mais les fautes commises, elle les a rachetées, le jour où, pour vous sauver de l'échafaud, elle a abandonné tout ce qu'elle possédait. Quelle est cette plaisanterie? Croyez-vous donc, malheureux, que l'on achète sans sacrifice la protection des puissants, de ceux qui tenaient votre vie entre leurs mains? À votre tour, écoutez-moi. Votre mère, il y a quelques mois,
ignorait votre existence. Jusqu'au jour où vous avez comparu devant les assises, elle ne savait pas qui vous étiez. Et ce jour-là, quand elle vous a entendu, quand l'horrible secret lui a été révélé, elle a cru mourir. Femme sensible, entends-tu le ramage fredonna à mi-voix Benedetto sur un air connu. Dès lors, sachant que vous étiez voué à l'échafaud, elle n'eut plus qu'une pensée. Elle a voulu que vous viviez. Elle était sur le point de s'expatrier, car elle aussi avait tout vu s'écrouler autour d'elle, dans une horrible catastrophe. Elle ne songeait plus qu'à disparaître. Elle le pouvait aisément, car je vous le dis, elle était riche, elle possédait plus d'1 million. 1 million, s'écria Benedetto avec un claquement de lèvres. Ce million, elle ne l'a plus, pour obtenir le secours de ceux qui vous ont sauvé. Et, tenez, ces mensonges m'étouffent. Oui, je suis votre mère. Eh bien, pour pénétrer ici ce soir, pour vous voir, pauvre femme que je suis, pour avoir le droit de vous consoler, de vous encourager. J'ai signé, oui signé, entendez-vous bien, l'acte qui me dépossède de toute ma fortune. Ah, vous avez fait cela, grinça Benedetto, et vous appelez cela me consoler. M'encourager folle que vous êtes, il fallait venir ici avec 100, 200 000 francs. Il fallait acheter les geôliers. Que sais-je, mais ce million que vous avez livré, que vous m'avez volé, mais c'était la liberté. C'était ma vie. D'ailleurs, je ne vous crois pas. Vous mentez encore, j'en suis sûr. Oui, pour obéir à je ne sais quel caprice sentimental, il vous a plu de venir ici, pour m'attendrir, pour obtenir de moi un pardon que je vous refuse, entendez-vous bien. La colère le ressaisissant plus intense, plus féroce. Je vous ai maudite, je vous hais, allez-vous-en maintenant, avec notre argent traîner à travers le monde votre existence de femme perdue. Savez-vous, reprit la femme d'une voix ferme, quelle sera désormais mon existence? Je veux que vous le sachiez. Dans 1 mois, je quitterai la France, et je partirai, avec les sœurs du Saint-Crucifix pour l'Asie mineure. Là, je deviendrai la plus humble d'entre elles. Nous bâtirons un couvent avec cet or que j'ai abandonné au Père du Jésus. Et je m'enfermerai dans une cellule où je mourrai de désespoir et de honte sans que personne me dise, à ma dernière heure, un mot de consolation. Voilà le sort que je me suis réservé. Dans 1 mois, Dieu seul prendra pitié de moi. Ah, l'explication est ingénieuse, ricana Benedetto. Alors, ce million, c'est à ces bons pères du Jésus que vous l'avez abandonné. Je leur ai donné ma signature. Dans 1 mois, à la veille de mon départ, je leur livrerai tout ce que je possède. Comment? Ils ne l'ont pas encore. J'aurais dû placer cet argent en dépôt, mais je vous le dis, de ce jour, il ne m'appartient plus. Benedetto ne répondit pas tout d'abord. Quelle nouvelle pensée germait dans son cerveau? L'heure se passe, dit encore la femme. Adieu. Benedetto, j'ai fait pour vous tout ce qui m'était humainement possible. J'aurais tant voulu. Oh, je l'avoue sans honte. J'aurais désiré si vivement emporter de vous une parole de pardon. C'est possible. Ce n'est pas votre faute. Après tout, nous sommes maudits tous les deux. Elle avait dit cela d'une voix navrée. La pauvre femme sanglotait, et les larmes inondant son visage, elle releva son voile pour les essuyer. Mais l'ombre la cachait tout entière. Benedetto ne pouvait la voir. Tout à coup, elle entendit ce mot murmuré doucement. Ma mère, elle tressaillit. Était-ce donc bien lui qui avait parlé, lui qui tout à l'heure encore l'accablait d'outrage? Ma mère, reprit Benedetto, c'est moi qui maintenant vous dis de me pardonner. Oh, croyez-moi, votre voix désespérée m'a brisé le cœur. N'ayez pas défiance. Voyez-vous, le malheur m'a aigri. Mais je ne suis pas méchant, allez. Je me suis emporté tout à l'heure. J'ai eu tort. Ma mère, nous allons nous quitter pour toujours. Je vous en prie, donnez-moi votre main. Et l'accent du misérable était devenu si doux, si persuasif, qu'elle se laissa entraîner. Elle souffrait tant. Elle se rapprocha et passa sa main entre les barreaux. Il la prit, et y ayant appuyé ses lèvres, il la garda entre les siennes. « Je voudrais vous demander une grâce, lui dit-il. Une grâce. S'il est en mon pouvoir, vous m'avez dit que vous alliez quitter la France, dans 1 mois. Oui, le 26 février. Le 26 février, et vous vous embarquez pour
pour le Liban. Alors c'est de Marseille que vous partirez. En effet, de Marseille. Et vous serez si près de moi, malheureux, qui serai dans les chourmes de Toulon. Oh, je vous en supplie alors, puisque jamais plus nous ne pourrons nous rencontrer, ne pourriez-vous pas me venir dire un suprême adieu? Oui, je comprends. Vous voudriez que jamais je ne susse qui vous êtes, mais alors, que vous importerait d'ailleurs, je vous jure que ce secret resterait à jamais enfoui au fond de mon cœur. Oh, vous voir une seule fois, comme aujourd'hui, vous me donneriez la main, j'y poserais un baiser. Le dernier, ma mère, par grâce, ne me refusez pas. La malheureuse sentait son cœur se fondre à cette parole chaude du bandit comédien. Elle croyait, oui, elle croyait qu'une subite métamorphose s'était opérée en lui. Elle lui pardonnait ses fureurs, ses injures, ses malédictions. Eh bien, dit-elle, sur ma vie, je vous le promets. Vous partez le 26. Oui. Alors, c'est le 25. Il hésita, mais il reprit, tâchant de donner à sa voix l'accent de la plus profonde indifférence. C'est le 25 que vous remettrez votre fortune entre les mains de ceux qui m'ont sauvé. Dites, ma mère. Elle était si heureuse, en ce moment, c'était pour elle une joie si grande de savourer ce mot. Ma mère, qu'elle ne songea pas au sens que pouvait renfermer cette question. C'est le 25, en effet, dit-elle. Eh bien, promettez-moi de venir à Toulon le 24. Voulez-vous? Vous comprenez, je vous demande de fixer le jour, parce que j'obtiendrai de n'être pas à la grande fatigue. Je serai là, dans le bagne, et je vous attendrai. Oh, avec tant de douleur et tant d'espérance à la fois. Ma mère, jurez-moi que vous viendrez, je vous le jure. Le 24 février, le 24. Ah, merci, ma mère. Encore un baiser sur cette main adorée. Maintenant, il me semble que j'emporte du courage pour toute ma vie. Et elle, à son tour, attira vers elle la main de Benedetto et se penchant, y posa ses lèvres. « Chère mère, fit-il, ah, à propos, vous pouvez me rendre un service. » Oh, bien facile, tenez. Prenez cette lettre, vous devinez. Personne ne doit la voir. Voulez-vous, en sortant d'ici, la jeter à la poste? Oh, ne craignez rien. C'est un pauvre homme à qui j'ai des obligations. Je lui dis adieu avant de partir. D'ailleurs, si c'était une mauvaise action, est-ce que je vous le demanderais, maintenant que je vous ai appelé ma mère? Oh, elle ne songeait pas à refuser. Elle avait oublié toute défiance. Si bien que peu à peu, Benedetto l'avait attirée contre la grille, si bien qu'au moment où elle glissait dans son corsage le billet du forçat, un rayon de lumière passa sur son visage. Et Benedetto reconnut Madame Danglars, la femme du banquier, celle dont il avait dû épouser la fille. Comment il réprima l'élan de rage qui lui monta au cœur, comment il cloua sur ses lèvres le cri prêt à s'en échapper, ce sont là des miracles de volonté. « Adieu, ma mère » cria-t-il. « N'oubliez pas, le 24 février. » Un instant après, la femme voilée disparaissait. Et l'inspecteur criait. Benedetto est plus vite que ça. Lui, retournant à la salle des condamnés, murmurait « Le 24 février, tout n'est pas fini. »